5e réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de transition. Les préparatifs des élections vont bon train au niveau de la DGE comme à la CENI. On rassure que l'élection présidentielle sera organisée à la date prévue. Et justement, parlant d'élections, nous allons vous montrer ce soir le travail abattu par les commissions administratives d'établissement des listes électorales. Depuis le 5 juin dernier, elles sont opérationnelles dans toutes les communes du district de Bamako et dans certaines régions du pays. Que font-elles et comment? La réponse au cours de cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue sur l'ERTM. Merci de nous avoir choisis et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le chef du gouvernement, Django Sissoko, a reçu ce matin en audience le ministre français délégué chargé du développement. Pascal Canfin a surtout parlé de l'engagement de la France auprès du Mali pour la mise en œuvre des actions de développement ciblées par l'aide française. À sa sortie d'audience, il est au micro de Nando Dabeli. La France est très engagée, évidemment, sur le plan militaire, chacun le sait, mais aussi sur le plan du développement économique, de la reprise des services publics, le développement des services en matière d'éducation, d'eau, d'électricité, de santé, de façon à ce que la situation s'améliore au quotidien pour les Maliennes et les Maliens. Et vous savez qu'il y a un mois, presque jour pour jour, nous avons, la communauté internationale, donné notre accord pour mobiliser des montants importants pour les 2 prochaines années au Mali, 3 milliards d'euros. Et je viens aujourd'hui, hier à Gao, aujourd'hui à Bamako, pour justement commencer à mettre en œuvre ces engagements en ayant quelques grands principes en tête, et notamment celui de l'efficacité de l'aide, celui de la transparence de l'aide, de façon à ce que cet argent, qui était une mobilisation importante de la communauté internationale, aille bien aux populations concernées. Avec le Premier ministre, nous avons évoqué les questions de développement économique, du retour des services publics, de nous assurer que les premiers engagements financiers de l'aide publique internationale qui arrivent soient bien mis en œuvre. Nous avons parlé des engagements en matière de transparence et je sais que le Premier ministre y est extrêmement attaché et nous comptons sur lui pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui permettent de faire en sorte que l'aide internationale soit la plus efficace possible au service des Maliennes et des Maliens. Et après la primature, Pascal Canfin a visité le centre de formation professionnelle de Missabougou, où il a annoncé le financement du projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle assez fort. Un projet qui permettra la construction de 2 centres de formation à Sikasso et à Markala et la formation de 1000 jeunes dans le domaine des BTP. Son coût s'élève à environ 5,9 milliards de francs CFA. Et tout à l'heure, il a animé un point de presse. Agali Aga Adissa nous fait le point. Cette conférence de presse est le cadre le plus approprié pour le ministre français chargé du développement pour partager avec les journalistes les motifs de sa mission au Mali. Le ministre qui était à Gao 24 heures seulement avant cette rencontre s'est dit très confiant quant à la reprise de l'aide au développement. Et je suis venu accompagné de la nouvelle directrice générale de l'Agence française de développement. Ce que nous avons vu à Gao, ce que nous avons pu regarder aussi autour de Bamako et les discussions que nous avons eues nous laissent à penser que les choses avancent. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il restait du chemin à parcourir, que la vie quotidienne était encore difficile. Et donc c'est notre responsabilité permanente avec les autorités maliennes, avec le gouvernement, avec les élus locaux, de faire en sorte d'assurer la plus grande efficacité possible de notre aide publique au développement. Auparavant, le ministre avait visité à Bamako le centre de formation professionnelle de Missabougou. Dans cet établissement, Pascal Canfin a annoncé le financement du projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle assez fort. L'annonce a été faite aux membres du gouvernement à travers une remise de lettres de notification. Le coût de ce projet est évalué à 9 millions d'euros, dont 5 millions en dons et 4 millions de prêts. Le projet ASEFOR s'inscrit complètement dans le processus de décentralisation et de déconcentration, car ce sont les conseillers régionaux de Sikasso et de Ségou qui assureront la maîtrise d'ouvrage
de la construction et de l'équipement des 2 centres de formation qui seront construits pour un coût de 4 millions d'euros correspondant à la partie près du projet. Ce projet concerne les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. À travers le projet, 1000 jeunes bénéficieront également d'une formation en bâtiments et travaux publics. Le ministre a bouclé sa visite par les ateliers où une centaine de jeunes apprennent des métiers dont la couture. Tenu à la primature de la 5e réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de transition, à l'ordre du jour l'évaluation des activités menées dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Et les choses évoluent de façon satisfaisante, nous précise Brahma Traoré. Le gouvernement du Mali s'est dit déterminé à réussir la bonne organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 et on y travaille sérieusement. C'est ainsi que la 5e réunion du comité de suivi de la feuille de route évalue le niveau de préparatifs de cette échéance électorale. Au département de l'administration territoriale, les lignes bougent. À la date d'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes suffisamment avancés. Nous avons déjà partie des cartes d'électeurs qui sont disponibles à Bamako. Nous allons recevoir pendant le week-end un 2e lot de cartes d'électeurs et courant semaine prochaine, nous allons recevoir la totalité des cartes d'électeurs. Avec ça, nous allons continuer les opérations d'organisation des élections. La distribution va commencer dès la semaine prochaine. Nous invitons tous les Maliens, les électeurs maliens, à sortir massivement, à aller récupérer ces cartes pour que le 28, on puisse avoir un bon taux de participation à l'élection présidentielle. La CENI et la DG mettent également les bouchées doubles pour être au rendez-vous du 28 juillet prochain. Ici, le souci partagé est de gagner les paris de la crédibilité et de la transparence des élections à venir. Il y a un chronogramme qui a été adopté et qui définit les actions à mener jusqu'au 28 juillet, date retenue pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Et si nous faisons le point à la date d'aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre de ce programme, je dirais que nous sommes suffisamment avancés et que nous sommes réellement en mesure de respecter ce chronogramme jusqu'au bout s'il n'y a pas d'imprévu. Au niveau de la CENI, nous sommes en train de gérer la question des délégués de la CENI dans les bureaux de vote. Nous sommes en train de nous occuper de la question de l'accréditation pour les observateurs nationaux et internationaux. Je sais que les travaux des commissions administratives ont commencé. Au niveau des communes, nos démembrements sont en train de superviser ces travaux. C'est un appel qu'il faut lancer à la population malienne pour que déjà les citoyens aillent. Au niveau des commissions administratives, ceux qui doivent demander à être transférés, qu'ils le fassent. C'est le moment de le faire. Quant au Premier ministre Django Sissoko, il s'est réjoui des avancées enregistrées dans l'organisation de l'élection de juillet. Toutefois, le chef du gouvernement invite les structures impliquées dans les processus à travailler davantage car le temps presse. Et nous avons ce communiqué. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Koulibaly, quitte Bamako ce soir pour Kuwait City, Bruxelles, Ankara et New York. À Kuwait City, dans la capitale koweïtienne, le ministre effectuera du 15 au 17 juin 2013 une visite officielle d'amitié et de travail. Et ce tout communiqué, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Demba Traoré, à la tête d'une délégation, quitte aussi Bamako ce soir pour Paris en France et Genève en Suisse. Dans les deux capitales européennes, il prendra part à la conférence ministérielle des communautés établies à Paris et à la conférence ministérielle sur la diaspora à Genève. La Turquie entend augmenter le volume de ses investissements au Mali qui se chiffre aujourd'hui à 10,5 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite ce matin au président de l'Assemblée nationale par intérim au cours d'une audience. Younessi Touré recevait pour la circonstance une délégation de parlementaires turcs. On fait le point avec Mohamed Jarrah. C'est une forte délégation turque qui vient à la rencontre du président de l'Assemblée nationale par intérim. Ils sont médecins, hommes d'affaires et parlementaires. Leur mission consiste à voir les possibilités d'investissement au Mali après les événements de mars 2012. Les Turcs se disent prêts à relancer leur coopération économique avec le Mali. Şu anda iki ülke arasında 21 milyon dolar gibi çok küçük
Nous avons parlé avec M. le Président de l'Assemblée nationale du Mali, avec les présidents des commissions parlementaires ici, des possibilités d'enrichir, de développer une relation économique, surtout en matière de construction, d'infrastructures, et dans les autres domaines aussi, tourisme, etc. Et il y a des gens, des hommes d'affaires appartenant à la Chambre de commerce d'Ankara, et nous envisageons que des hommes d'affaires de plus en plus visitent le Mali pour voir les possibilités, pour étudier les possibilités d'investissement et pour approfondir nos relations dans ce domaine-là. Et pour cela, le volume des investissements de la Turquie au Mali, qui est de 10,5 milliards de francs CFA, devrait grossir dans les mois à venir, selon le porte-parole de la délégation. Pour joindre l'acte à la parole, la partie turque envisage la construction d'une école de tourisme pour la formation des jeunes. Ici, à travers les écoles qui appartiennent au Collège Horizon, les jeunes maliens sont formés tout en respectant en fait les valeurs nationales, culturelles, religieuses du Mali. Et nous contribuons donc à la formation de la jeunesse malienne ici. Et nous avons parlé avec M. le Président, avec les présidents des commissions parlementaires, des possibilités aussi d'ouvrir une école en matière de tourisme pour une formation donc, dans ce domaine-là. Et le Collège Horizon donc, étudie en fait cette question. Les médecins turcs, eux, sont à Bamako pour des consultations gratuites. Des consultations qui se dérouleront à Bamako et les villages environs dans les jours à venir. Pour redynamiser la coopération bilatérale entre nos deux pays, l'axe Bamako-Ankara sera ouvert au trafic aérien à travers un vol direct. Le processus est bien avancé, rassure le chef de la délégation. Restons à l'Assemblée nationale où le président Touré a aussi servi de guide aux élèves officiers de l'IMIA, voilà, à la découverte de l'hémicycle. Ces élèves en fin de cycle ont été édifiés sur le fonctionnement et les missions de la troisième institution du pays. Au cours des échanges, Younousi Touré dit compter sur ses élèves officiers pour bâtir une armée républicaine au service de l'Afrique. Mohamed Diarra a pris part à la visite, son reportage. Les élèves officiers de l'école militaire interarmes sont en fin de cycle et pour parfaire leur connaissance, ils veulent lier la théorie à la pratique. Ils arrivent à l'Assemblée nationale pour une séance d'écoute et d'échange sur le fonctionnement de l'institution. Les visiteurs sont accueillis dans la salle Awakita où ils ont suivi un exposé du député Khalifa Doumbia. Bon, au cours de l'exposé, nous avons d'abord su c'est quoi déjà l'Assemblée nationale et quels sont en fait les rôles de l'Assemblée nationale dans un pays de droit et aussi quels sont les rapports entre l'Assemblée, les citoyens et d'une manière générale comment aussi on élabore les lois, les projets et propositions de loi et autres. Nous avons pu retenir que l'Assemblée nationale est composée de plusieurs groupes parlementaires et que chaque président de groupe parlementaire dirige son groupe parlementaire. Et nous avons aussi retenu qu'il n'y a pas que des groupes parlementaires, il y a des gens, des non-inscrits, qui n'ont pas de parti politique ou qui n'ont pas le nombre de députés suffisant pour former un groupe parlementaire, mais qui participent aussi à l'élaboration des lois. Cette visite s'inscrit en droite ligne des dispositions de l'IMIA. Les 46 élèves officiers, dont 6 femmes, ont eu droit à une visite guidée de l'Assemblée nationale. Parmi les visiteurs, il y a 5 nationalités. Vous êtes capable de remplir la mission qui vous est dévolue. Et cette mission aujourd'hui en Afrique est d'une importance capitale. L'Afrique est dans une situation d'insécurité généralisée, en particulier cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons besoin de nos soldats pour défendre notre intégrité, pour défendre notre indépendance et pour défendre notre dignité tout court. Le président de l'institution compte sur ces jeunes pour bâtir une armée républicaine capable de défendre l'Afrique. Le rôle de l'armée, c'est d'être une armée républicaine. C'est-à-dire, c'est elle qui défend la souveraineté extérieure du pays, mais elle défend également les institutions légitimes que le peuple s'est données. Une telle initiative permet, selon les deux parties, de favoriser les relations entre l'armée et les institutions de la République.
Les membres de la commission Dialogue et Réconciliation poursuivent leur activité de prise de contact dans les différentes institutions du pays. C'est à la Cour constitutionnelle qu'ils ont été ce matin. Une rencontre qui a permis aux uns et aux autres de prendre connaissance des différentes missions et attributions des deux institutions. Abdraman Maïga. La Commission nationale Dialogue et Réconciliation, ses missions, ses objectifs et son rapport avec le médiateur Tcheblin Drami. Tels sont entre autres sujets abordés au cours de cette rencontre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la prise de contact initiée par les responsables de la commission Dialogue et Réconciliation. Le président de cette commission, accompagné de ses 2 vice-présidents et 5 commissaires, était venu échanger avec les membres de la Cour constitutionnelle. Ces entrevues ont pour but d'informer et de sensibiliser les sages de cette Cour sur les missions assignées à cette commission. Cette institution, installée en avril dernier, a pour objectif premier de recoudre le tissu social déchiré par suite de la crise politico-sécuritaire qu'a connue le Mali. Nous avons eu un entretien très fructueux avec les membres de la Cour et nous sommes surtout venus, c'est certes une visite de courtoisie, mais c'est aussi pour bénéficier des sages conseils des sages. Je pense que nous avons bénéficié de leurs sages conseils. Très satisfait de cette visite, des membres de la commission Dialogue et Réconciliation, le président de la Cour constitutionnelle s'est félicité du choix porté sur les visiteurs du jour avant de les inciter à plus d'engagement et de sacrifice, 2 conditions essentielles pour mener à bien cette mission, combien difficile. Je crois qu'il faut aller au-devant des problèmes et arracher leurs solutions. Vous connaissez le pays peut-être mieux que moi, mais vous êtes un bagarreur plus que moi. Donc vraiment retrouver vos marques personnelles et aller de l'avant, je pense que c'est peut-être ce dont nous avons besoin en ce moment. Au cours de cette rencontre, le président de la commission Dialogue et Réconciliation a dévoilé en présence des 7 membres de la Cour constitutionnelle les stratégies que son institution entend mener pour être plus efficace. Parmi ces plans, on retient la création des sous-commissions et des groupes de travail qui seront constitués par des personnes ressources ou des notabilités. Partons à Ouagadougou, au Burkina Faso, où les pourparlers entre les autorités du Mali et les groupes armés se poursuivent. L'émissaire du président de la République par intérim, Tcheblin Drami, est accompagné de quelques officiers supérieurs pour trouver un accord visant de redéployer rapidement par la voie du dialogue les forces armées de sécurité à Kidal. Le but est d'organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national et les discussions se déroulent à huis clos. Mais cet après-midi, Tcheblin Drami a rencontré la presse nationale, nous précise nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Tchédje Kamara. Et demain, dans nos éditions, nous allons revenir largement sur cette négociation. À présent, cette question. Quel est le travail réel des commissions administratives d'établissement des listes électorales? Comme vous le savez déjà, depuis le 5 juin dernier, elles sont opérationnelles dans toutes les communes du district de Bamako et dans certaines régions du pays. Leur mission principale est l'actualisation et la validation des listes électeurs potentiels, entre autres. Moussokoura Konaté nous donne plus de précisions. Des élections justes et crédibles, c'est le mot d'ordre des autorités maliennes concernant les élections prochaines. Pour gagner ce pari et permettre à tous les Maliens de voter à leur convenance, des commissions administratives d'établissement des listes électorales sont installées dans les communes depuis le 5 juin dernier. Il y a la liste des électeurs potentiels à afficher dans toutes les communes. Vous avez été enrôlé à tel endroit, vous pensez que vous devez voter ici. Vous vérifiez d'abord si votre nom figure. Deuxièmement, si vous avez un autre besoin, c'est-à-dire le transfert, vous le transférez votre bureau de vote un peu loin de chez vous, vous voulez venir à notre bureau de vote, cette commission peut vous satisfaire. L'exemple que je peux donner, je suis élect, d'habitude je vote à l'école de Médine. Je veux aller voter cette fois-ci à l'école de Kinzabou, c'est 2 centres de vote distants. Et ça, c'est à l'intérieur de la même commune. Il y a une démarche qui est bien enseignée et que les électeurs peuvent dire c'est valide seulement. Le lieu de vote, de l'école de Médine à l'école de Kinzabou, il n'y a pas de transfert.
entre deux communes, c'est dans la même commune. C'est le tableau de transfert qu'on renseigne à ce moment. Donc la liste de transfert vous permet de vous faire enregistrer sur le lieu de vote que vous avez choisi et un traitement informatique va être fait pour vous retenir immédiatement sur cette liste au prochain affichage. Le deuxième cas de figure, si vous voulez changer d'une commune à autre, la différence est que vous devez d'abord prouver votre lieu d'enrôlement. On vous indique que vous avez été effectivement enrôlé. Vous êtes dans une commune d'accueil qui est différente de votre commune d'enrôlement et vous donnez des précisions sur le lieu de vote que vous voulez choisir. Un exemple, vous avez été enrôlé à Gao, vous êtes maintenant à Bamako, vous voulez être sur la liste des électeurs de la commune 6, c'est à la commission de la commune 6 que vous devez vous adresser. On vérifie sur le répertoire, on trouve votre nom et les précisions sont portées sur la fiche de transfert en fonction des renseignements que vous allez fournir. Le lieu de départ, le lieu d'arrivée et votre choix du bureau de vote au niveau de la commune 6. Qu'en est-il du cas des travailleurs enrôlés dans les services? La liste biométrique qu'on est en train de vérifier maintenant est un produit du RAVEC. Et le RAVEC, c'est le recensement à caractère d'état civil qui a eu à enrôler les gens et à domicile et dans les services. Mais toujours est-il que le recensement se fait toujours avec un document officiel, la carte d'identité, et il y a toujours une partie qui est réservée à la résidence du titulaire. Le lieu étant indiqué, l'intéressé est pris en compte à l'adresse indiquée dans la carte d'identité comme lieu d'enrôlement. Il peut trouver son nom sur la liste de cette localité. La carte NINA constitue le seul document officiel valable pour pouvoir voter. Elle a été établie sur la base du RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil qui a commencé au Mali depuis 2009. Les enfants mineurs qui ont atteint la majorité après cette date ne seront pas pris en compte pour ce scrutin. Cette catégorie d'électeurs potentiels, on les a appelés les nouveaux majeurs. C'est-à-dire au moment de l'enrôlement, ils n'avaient pas l'âge de voter. Maintenant, la date d'enrôlement est la date d'aujourd'hui, ils ont atteint les 18 ans pour voter. Il y a quelques petits problèmes encore à ce niveau, puisque normalement, ils ne doivent pas voir leur nom sur la liste affichée au niveau de la commune. Mais les travaux en cours au niveau de la KLE permettront qu'au prochain affichage, c'est-à-dire après le scrutin, ils pourront retrouver leur nom sur la liste d'électeurs. Maintenant, ils sont majeurs. Au moment de l'enrôlement, ils n'étaient pas majeurs. Ils sont électeurs pour le scrutin à venir. Le présent travail des commissions administratives d'établissement des listes électorales devra permettre aux électeurs d'éviter des désagréments au moment du vote. Notre souhait réellement est que tout le monde se déplace pour aller vérifier. Ça évite beaucoup de problèmes, beaucoup de désagréments à l'électeur le jour du vote. Ou bien le jour de la remise de la carte NINA, si on ne sait pas déjà si on est sur la liste ou pas, ça pose vraiment des problèmes à l'électeur. L'enregistrement biométrique, c'est une grande première, c'est différent de la révision que nous faisons auparavant. Maintenant, la liste potentielle est là. Il s'agit d'aller vérifier si on figure ou pas. Et en ce moment, les autres étapes du processus vont être faciles. Ce travail continue jusqu'au 25 de ce mois. Et on doit pouvoir produire les listes qui seront remises ensuite à la DGE pour un traitement pour faire sortir les listes des électeurs. Selon les autorités compétentes, la particularité de cette nouvelle méthode, c'est la présence physique obligatoire pour le choix du lieu de vote. Signalons que la commission travaille tous les jours de 8h à 18h, même le week-end, et ce jusqu'au 25 juin prochain. L'étape suivante du processus électoral est la distribution des cartes NINA. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a l'honneur de rappeler aux candidats à l'élection présidentielle de 2013 que les imprimés du modèle de déclaration de candidature sont tenus à leur disposition au niveau du secrétariat général de la Direction générale de l'administration du territoire. Conférence de presse de la jeunesse du parti SADI. Les participants, dans une déclaration finale, invitent l'ensemble du peuple malien à l'union sacrée pour une sortie des crises. Le désarmement immédiat et sans condition du MNLA aussi exigé par les jeunes du SADI. Ibrahima Kébé, commissaire principal de la jeunesse SADI, explique ici le contenu de la déclaration. Il est au micro de Mabourou Sidibi. Nous avons organisé cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale qu'il faut que l'armée malienne soit souverainement à Kidal
pour dire non à toute négociation avec les ennemis du Mali. Nous exigeons l'organisation de l'élection présidentielle transparente, libre, crédible sur toute l'étendue du territoire national et sous contrôle de l'administration malienne et des forces de sécurité du Mali. Nous avons tout le temps dit qu'il n'y a pas de solution en dehors du peuple. Le peuple malien doit souverainement s'asseoir au Mali, discuter. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qu'avons-nous fait en mal, en bien? Que devrons-nous faire? Comment? Pourquoi? Quand? Qui seront responsabilisés? C'est ce que nous appelons l'assise nationale souveraine. Et il n'y a pas de solution en dehors du peuple. Quel est le rôle de la société civile dans la réussite du processus électoral en cours au Mali? Présidentielle 2013, les vrais enjeux donnent la parole aux représentants de la CAFO, du Conseil national de la jeunesse, du Conseil national de la société civile, du Forum des organisations de la société civile, ainsi qu'au président du Conseil national des personnes âgées du Mali. Une émission à suivre sur l'ERTM ce vendredi 14 juin après le journal télévisé. À Ségou, engagement autour des opérations de l'établissement de la liste électorale dans les communes de Ségou, Sebougou et Pelengana. Les opérations se poursuivent, se déroulent normalement et l'affluence est là. Qu'en d'ici là? À 2 jours de la fin des travaux des commissions d'établissement des listes électorales, l'engouement est perceptible dans les différentes mairies visitées par le gouverneur de la région. Cours bondés d'engins d'une part et d'autre part, des électeurs qui s'affairent autour des listes affichées. Bref, les citoyens ségoviens sont décidés à participer activement au processus électoral dont l'une des conditions est de voir figurer son nom sur la liste biométrique. Bon, en tout cas, lorsque j'ai vu mon nom sur la liste, j'ai été très content. C'est une fierté pour moi. Ça me donne satisfaction et ça sous-entend que moi je vais voter quand même. De la mairie de la commune urbaine de Ségou à Pelengana, en passant par la commune de Sebougou, les travaux se déroulent normalement avec la participation des partis politiques qui ont répondu massivement à l'appel. L'affluence est très grande, mais ce qui fait défaut, c'est que les gens n'ont pas compris le problème du choix du lieu de vote. Les gens viennent parce qu'aujourd'hui nous sommes à 80 radiés déjà dans la commune. Bon, pour les transferts également, les gens viennent, surtout les déplacés. Chez nous ici à Pelengana, ça s'est très bien passé. On sera dans les délais. Pour le gouverneur de Ségou, l'heure doit être à la mobilisation générale pour une participation citoyenne à l'ensemble du processus. Une très grande satisfaction et je lance un appel à l'ensemble des électeurs, de la population et disons des responsables politiques, des responsables administratifs pour que la suite des opérations puisse aussi être un grand succès. Donc là, il faut une mobilisation encore plus pour les opérations à venir. Notons que la région totalise environ 1 million d'électeurs. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce vendredi pour faire le point des négociations entre le gouvernement et les groupes armés. Au terme de la rencontre, le bureau a fait une déclaration lue ici par le 6e vice-président Khalifa Doumbia, des propos recueillis par Cheikh Oumar Sankari. Partager les préoccupations des hommes sur le terrain et leur donner des orientations pour une bonne sécurisation de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Tel est l'objet de cette visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile dans la région de Sikasso. Le général Tchefi Konaté a transmis à l'ensemble des forces de sécurité certains messages clés. Le premier point, c'est de vous demander de redoubler, n'est-ce pas, de vigilance. Il est ordonné aux forces de sécurité, surtout à la police et à la gendarmerie, au niveau des postes de contrôle, à l'entrée et aux sorties de toutes les villes du Mali, de redoubler de vigilance, de procéder à un contrôle systématique de tous les véhicules entrant et sortant. Le jour du vote, les forces de sécurité et l'armée vont avoir pour mission
donc d'assurer donc la sécurité des lieux de vote pour éviter quand même qu'il n'y ait pas d'actes de malveillance. Message réussi 5 sur 5, puisque les forces armées et de sécurité de la région de Sikasso sont décidées à jouer toutes leurs partitions pour la réussite du scrutin. Les forces de sécurité sont résolument engagées à jouer leur rôle pour que ces élections soient libres, apaisées et transparentes. Alors, pour la sécurisation du scrutin au premier tour des présidentielles, 2798 éléments des services de sécurité et de la 8e région militaire sont déployés pour sécuriser 1 181 901 électeurs au niveau de 3490 bureaux de vote. Les doléances formulées tournent autour de l'insuffisance des effectifs, le manque de logistique et de meilleures conditions de travail. Le gouvernement, dira le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, apportera des solutions selon ses moyens. Tout juste après son arrivée, le général Tchéfin Konaté avait visité les différents services relevant de son département et la direction régionale de la police, du groupement régional de la garde nationale, de la direction régionale de l'office central des stupéfiants, de la direction régionale de la protection civile et de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile a rendu également une visite de courtoisie à la 8e région militaire et aux notabilités de la ville de Sikasso. Voilà, c'était là la visite à Sikasso du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile qui est allé à la rencontre des forces de sécurité de la région. Le général Tchéfin Konaté les exhorte à plus de vigilance, de cohésion et de discipline. Le récit signé de nos envoyés spéciaux Sidi Modibo Damele et Mamari Kone. Et je vous le disais tantôt, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce vendredi pour faire le point des négociations entre le gouvernement et les groupes armés. Au terme de la rencontre, le bureau a fait une déclaration lue ici par le 6e vice-président Khalifa Doumbia. Déclaration de l'Assemblée nationale du Mali sur les négociations de Ouagadougou. Depuis le samedi 8 juin 2013, l'Assemblée nationale suit avec un grand intérêt les négociations entre le gouvernement du Mali et les groupes armés sur la situation de Kidal sous l'égide du médiateur de la CEDEAO. Face à l'entêtement des groupes armés rebelles à vouloir imposer leur dictat à toute une nation, le bureau de l'Assemblée nationale, élargi aux présidents des groupes parlementaires, réunis ce vendredi 14 juin 2013, sous la présidence de son président, l'honorable Younousi Touré, réitère sa déclaration du 3 juin 2013 et sa résolution 1303 ANRM du 6 juin 2013. Conformément à la volonté du peuple malien, l'Assemblée nationale soutient sans réserve la position du président de la République et du gouvernement et demande en conséquence l'entrée sans condition de l'armée malienne à Kidal, le désarmement immédiat de tous les groupes armés suivant les dispositions pertinentes de la résolution 2100 du 25 avril 2013 instituant la MINUSMA, le maintien des mandats d'arrêt internationaux lancés contre tous les criminels sans exclusive, le désaveu de toute commission tripartite avec les éléments armés. L'Assemblée nationale, soucieuse de l'intégrité territoriale du Mali, de la préservation de l'unité et de la paix, sollicite une grande compréhension de la communauté internationale sur la position de l'État malien. Fait à Bamako, ce jour 14 juin 2013, l'Assemblée nationale. Retenez également ce rendez-vous, ligne de front de ce soir. Le ministre de la Défense et des anciens combattants est l'invité de Abbas Famougouri Traoré au centre de leurs échanges. La libération très prochaine de la ville de Kidal, les missions MINUSMA et EITM, entre autres préoccupations. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, lui, était à Gao. Moussa Bokar Diarra est venu réitérer la reconnaissance de son département et des autorités du pays aux populations de la cité des Eskia et plus particulièrement au monde scolaire. Trissa Kone, correspondance.
C'est au pas des gymnastiques que le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales s'est rendu dans différentes structures scolaires de Gao. Première structure visitée, le jardin d'enfants Maya, où des enfants restés sur place sont encadrés par un groupe de monitrices engagées sans salaire ni appui. La représentante de l'UNICEF au Mali, Françoise Ackermans, a remis un kit de jeux à ses enfants qui ont entonné l'hymne national du Mali comme pour dire qu'ils croient en l'avenir. Non loin de là, l'école fondamentale Al-Janabanja a été la seconde étape de la visite. L'émotion était grande lorsque des enfants en nombre pléthorique étaient assis à même le sol pour suivre les cours, les tables bancs ayant servi de bois de chauffe aux occupants. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, ce sont des bâtiments qui existent avec des classes, mais surpeuplées. J'ai vu une classe qui avait 168 enfants. 168 enfants qui ont 6-7 ans et ils étaient tous assis par terre, même pas un seul banc. Donc ça, je crois que ce sont des situations très difficiles d'apprentissage. On ne peut pas enseigner à 160 enfants comme on enseigne à 25, 24. Tout en félicitant les enseignants pour leur patriotisme, le ministre Diarra a remis un lot de fournitures scolaires aux écoles d'Al-Janabanja, au lycée Yana Maïga et au centre de formation professionnelle d'apprentissage agricole CFPAA. Aussi, les CAP de Gao et de Wabaria ont reçu des ordinateurs, des gestes très appréciés. Aujourd'hui, par rapport à l'année 2012, les écoles sont fonctionnelles à moins de 50%. On n'a pas encore découvert notre fonctionnalité d'entrée. Donc c'est des difficultés, mais je crois que lorsque les premiers responsables viennent sur le terrain constater avec nous, on ne peut être comblé. Pour le ministre de l'Éducation, c'est grâce à la bravoure et au dévouement des populations de Gao que les écoles sont restées ouvertes malgré les menaces. À Gao, il y a eu une résistance héroïque, de grands efforts d'adaptation pour que l'école puisse continuer, avec des enseignants, avec des non-enseignants. Tout cela a été mis en œuvre pour que l'école puisse continuer à exister. Et pour cela, Gao devra être félicité et cela doit être relevé et on doit le faire savoir à tous les peuples maliens. Parce que c'est manifestement un acte de refus hautement patriotique que nous avons beaucoup apprécié et qui est pour nous un véritable objet de fierté. Le ministre a ensuite présidé une rencontre d'échange et d'information afin de recueillir les préoccupations des acteurs du monde scolaire de Gao. La fermeture des classes dans les zones libérées est prévue pour le 15 octobre 2013 et d'ici là, les examens se tiendront, a conclu le ministre. Nous sommes à Gao, restons-y pour évoquer l'action de solidarité faite par l'opération Serval à l'endroit des populations. Elle vient de remettre 2 pompes de recharge d'une valeur de près de 9 millions de francs CFA à la station de pompage. Bressa Kone a suivi la cérémonie de remise pour nous. Ces 2 pompes de rechange d'une valeur de près de 9 millions de francs CFA vont beaucoup soulager les installations de la Somagep SA à Gao. C'est d'ailleurs un vœu exaucé pour cette société dont la crise a rendu difficile l'entretien des machines et du coup la fourniture en eau. Ces 2 pompes sont d'un apport capital dans notre production parce qu'actuellement ça va constituer un stock de matériel en échange auprès de nous. Vous avez vu, la semaine dernière, il y avait des pompes qui étaient tombées en panne. Bamako est à 1000 km de Gao. S'il faut quitter une mission à Bamako pour venir à Gao, la population va souffrir. Ces gestes entrent en ligne de compte des appuis de l'opération Serval pour renforcer les conditions de vie de la population de la cité des Askia. Le but de fournir ces pompes, c'était d'abord de soulager la population. Ici, notre présence ne se limite pas simplement, si vous voulez, à rassurer, à dissuader, mais aussi à agir aux côtés de la population, au profit de la population et bien sûr en étroite collaboration avec les élus locaux. L'octroi de ces matériels est le couronnement d'une requête des autorités régionales auprès de la donatrice lors des réunions de sécurité tenues au gouvernorat de Gao sur les questions civilo-militaires. Aujourd'hui, nous avons effectivement l'eau source de vie. Donc nous pouvons dire tout simplement grand merci effectivement à la France et aux forces armées et de sécurité de la France qui sont ici. Et ensuite, nous pouvons effectivement les dire, les assurer que ces pompes seront judicieusement utilisées au seul intérêt effectivement de la population. Cette action de l'opération Serval intervient après la reconstruction du marché des légumes et la remise des panneaux solaires à 2 radios libres de Gao.
L'industrie du bazin est redynamisée par la mise en marche d'un centre de production de bazin teinté, une initiative de la coopérative Lolo Niadouma, des femmes teinturières de Kalabankoura en commune 5 de Bamako. La réalisation de ce centre doté d'une unité de traitement des eaux usées a coûté plus de 100 millions de francs CFA. L'infrastructure a été financée par une ONG espagnole. Moussokoura Konaté a assisté à la cérémonie d'inauguration. Le centre de production de bazins teintés de la coopérative Lolo Niadouma de Kalabankoura en commune 5 est bâti sur une superficie de 1182 mètres carrés, un terrain gracieusement offert par la mairie. L'infrastructure comprend 2 aires de teinture, 3 magasins, un espace réservé aux enfants, des toilettes, une boutique de vente, une unité de traitement des eaux usées et un jardin d'épuration. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant s'est réjoui de cette initiative qui, selon elle, s'inscrit en droite ligne de la politique genre du Mali basée sur la reconnaissance de la contribution des femmes au développement économique. J'ose espérer que la fréquentation de ce centre sera à hauteur de souhait et qu'à travers les infrastructures mises à votre disposition, on constatera un changement de comportement de vos habitudes de travail et une économie d'échelle, toutes choses pouvant réagir sur la qualité et la rentabilité de vos produits. Le traitement des eaux usées constitue un départ pour une gestion environnementale des activités de teinture selon le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement qui souhaite multiplier l'expérience. Partout où il y a les teinturières, c'est la grande pollution. Nous sommes dans un cadre vraiment très convivial où il fait bon de travailler. Il n'y a aucune mauvaise odeur. Et il n'y a pas de pollution. Nous allons approcher les maires des communes pour que les teinturières puissent disposer d'espaces où elles peuvent s'installer comme ici. La réalisation de ce centre a coûté environ 69 millions de francs CFA à l'ONG espagnole MZC qui intervient au Mali depuis 2007 dans le domaine du renforcement de l'approche genre. Les femmes ont besoin d'infrastructures pour mener de manière durable leurs activités. La superficie ici, c'est 1182 mètres carrés, qui s'est estimé à plus de 42 millions. Donc c'est vraiment un effort considérable que la mairie de la commune 5 a déployé. Les bénéficiaires se disent comblés par la réalisation de ce centre qui, selon elles, contribuera à l'amélioration de leur cadre de travail et de leurs conditions de vie. Elles ont par ailleurs sollicité l'appui des différents départements pour l'obtention de panneaux solaires et de fourrages afin d'éviter les dépenses liées aux factures d'eau et d'électricité. Lancement ce vendredi du NINA, attendez par là le numéro d'identification nationale pour les entreprises. Le lancement s'est déroulé à l'Agence pour la promotion des investissements, API Mali. C'est d'ailleurs cette agence qui abrite le guichet unique NINA. NINA, il faut le préciser, est un système qui permettra d'alléger les procédures administratives en vue de la bonne répartition des rôles pour la création d'entreprises. Fatoumata Kone nous en dit plus. Fini les tracasseries administratives pour la création d'entreprises. Cela grâce à l'outil NINA. Entendez par là le numéro d'identification nationale pour les entreprises, le NINA. L'outil NINA qui vient d'être lancé est un système informatique. Il permet d'enregistrer les données en une fraction de seconde dans un guichet unique. L'informatisation permet d'avoir une célérité dans le processus d'immatriculation du NINA. En quelques heures, vous pouvez avoir terminé le processus de création d'entreprise. Et maintenant, vous revenez avec votre rendez-vous pour récupérer le certificat NINA. Nous avons pu mettre en place, en plus de la nouvelle application qui est sous Oracle, un système d'échange de données informatisé entre le guichet unique de création d'entreprise et les 10 services. La création d'entreprises, selon l'ancienne procédure, relevait du parcours du combattant. Depuis 2006, l'État a décidé de simplifier cette démarche administrative avec la création de l'outil NINA. Les avantages sont énormes. L'interconnexion sécurisée des 6 services, à savoir le SCCM, l'INSTAT, la DGI, l'ANPE, l'INPS et la Direction nationale du travail, répond à un souhait exprimé par le secteur privé pour réduire davantage les étapes et les délais de création d'entreprises dans notre pays. Détrompez-vous. Le guichet unique NINA est un outil informatique pour la création d'entreprises. Il est différent de la carte biométrique NINA.
Selon les spécialistes du monde des affaires, c'est le NIF, numéro d'identifiant fiscal, qui cède sa place au numéro d'identification pour la création d'entreprises, le NINA. Fin du conseil élargi de la direction des douanes. Plusieurs recommandations ont été formulées, parmi elles celles qui permettront au personnel des douanes d'être plus performant dans le contrôle de l'économie malienne dans un monde global. Mariam Sagara. Ce 14 juin 2013, journée mondiale du don de sang, les donneurs de sang à l'économie malienne ont aussi profité pour donner du souffle nouveau au développement économique de notre pays dans l'espace UEMOA. Vous êtes engagé à réaliser le montant de 334,4 milliards de francs CFA au 31 décembre 2013. Cet effort représente une augmentation de vos réalisations par rapport à l'exercice écoulé de 12,7%. Ce taux est assurément élevé si on le compare au taux de progression du PIB national qui se situe à 4,8%. La fin de ces journées ont été marquées par plusieurs recommandations qui permettront au personnel des douanes d'intensifier le contrôle des frontières dans le cadre de la lutte contre la fraude. Le Conseil a aussi recommandé l'ouverture du bureau de Benena, considéré comme bureau de transit international. Le Conseil a par la suite demandé l'amélioration du système bivouac et son application. Il s'est trouvé qu'on a quelques petites difficultés, enfin pas de grandes difficultés avec eux, parce que les obligations contractuelles sont satisfaites, d'une manière générale, mais souvent nous avons des retards dans la production des avis. Il y a beaucoup de petites anomalies souvent qui existent, qu'avec eux nous souhaitons travailler pour que nous puissions ensemble aboutir au même objectif. On retient également que des mesures ont été prises pour le contrôle interne de la structure et l'assainissement du marché malien en ce qui concerne la circulation des produits contrefaits et les stupéfiants. Pour l'atteinte des objectifs, la collaboration avec les partenaires sera renforcée à tous les niveaux. Les activités de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement se poursuivent. Une deuxième journée scientifique s'est tenue et portée sur les effets des changements climatiques. Abdul Karim Kaba, les détails. Au cours de cette deuxième journée scientifique, le thème « La gestion durable des terres et eaux » a été largement débattu par les uns et les autres. En vue d'une bonne gestion des écosystèmes, la question environnementale interpelle la conscience des Maliens sur la nécessité de préserver l'environnement et le cadre de vie en adoptant de nouveaux comportements pour le bien de la communauté et des générations futures. Les différents panels qui ont été présentés à cette journée scientifique, qu'il s'agisse du panel sur la sécurité alimentaire, qu'il s'agisse du panel sur la mobilisation des ressources en eau dont on a parlé aujourd'hui, ou bien du panel sur la gestion durable des terres à l'intérieur duquel nous avons la grande muraille verte. Tout ça, c'est des mesures qui sont liées aux différentes politiques publiques dont l'objectif essentiel est de préserver les écosystèmes pour davantage accroître la production de nos systèmes agricoles. Il s'agit tout simplement de puiser dans ces politiques et dans ces stratégies, de puiser dans les textes législatifs et réglementaires. Parce que les mesures qui sont adoptées, les mesures qui sont, en tout cas, qui se trouvent dans ces textes-là, portent aujourd'hui sur la manière de faire pour pouvoir protéger notre environnement, pour pouvoir gérer mieux les ressources naturelles. Il est impérieux que des mesures urgentes soient prises pour adapter les moyens des populations afin d'amoindrir les conséquences des changements climatiques et de lutter contre la pauvreté. Célébration de la journée mondiale de donneurs du sang, c'était au Centre national de transfusion sanguine. Chaque don de sang est un don de vie, était le thème de cette édition. Isaac Thierry. Ce point de presse à l'occasion de la journée mondiale du don de sang a pour objectif d'informer la presse à mieux sensibiliser la population pour promouvoir le don de sang bénévole, anonyme et volontaire. Une occasion pour le directeur du centre de faire l'historique de sa structure. Mounirou Babi a ensuite fait cas de la problématique du don de sang au Mali, les acquis, les défis et les perspectives. Le thème de cette journée, chaque don de sang est un don de vie, vise aussi à inciter les non-donneurs à effectuer un acte solidaire et généreux. Le Mali est encore à 30% de donneurs volontaires
un chiffre loin des normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé qui est de 80% en 2012. Le type de donneur que nous voulons le plus, il s'agit de donneurs volontaires, notamment de donneurs volontaires réguliers qui viennent sans pression pour donner leur sang, pour être utiles aux malades qui sont couchés dans nos différentes structures de soins. À côté de ces donneurs-là, le maximum de donneurs, c'est des donneurs familiaux qui constituent à peu près 65% de sang. Ils ne s'achètent pas, mais la personne qui vient donner de la famille restitue un peu le stock qui sort de la structure. Mais devant les cas d'extrême urgence, nous nous voyons obligés, en termes de responsabilité médicale, de sortir les poches, notamment ce qu'on fait pour les hémodialysés et d'autres types de malades. Cette année, exceptionnellement, 7832 poches de sang ont été enregistrées seulement à Bamako pour contribuer à l'effort de guerre. Un geste salutaire. Et ce geste très symbolique que vous avez fait à l'endroit des Maliennes et des Maliens en donnant votre sang illustre bien ce thème, parce que ce sang a permis, fort heureusement dans le cadre de l'effort de guerre, à faire face à la prise en charge des blessés civils et militaires de la guerre que nous avons connue. 30 associations accompagnant le Centre national de transfusion sanguine ont reçu des attestations d'encouragement pour services rendus. Et avant d'ouvrir la page sport de cette édition, retenez cet autre rendez-vous. Après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité de la conférence de presse du gouvernement sur l'attribution de la 3e licence globale de téléphonie, une conférence tenue hier au ministère de l'économie, des finances et du budget. Sport, Sikasso, la capitale du Kénédougou, abrite demain samedi un gala international de boxe avec à l'affiche le franco-malien Kassabaradji. La compétition qui se déroulera au parc des sports de Sikasso sera placée sous la présidence des responsables de la Fédération malienne de boxe. Amare Marie Diallo nous en dit plus. Après la période de tumulte qu'a connu notre pays, les activités sportives avaient tout naturellement pris un coup avec l'arrêt des compétitions. Mais après le calme revenu, les fédérations nationales comme celle de la boxe ont repris avec cette envie qu'on a sentie chez les athlètes. Après le gala du directeur général des douanes, qui a été une totale réussite, la boxe malienne transporte les rings dans la capitale du Kénédougou pour obéir à sa politique de vulgarisation de la discipline dans tout le pays. Le gala de Sikasso, prévu ce samedi, sera une autre opportunité de mise en jambe pour nos pugilistes. 6 combats seront au programme de cette soirée, en mouche, coq, léger, super léger et poids moyen. Pour la circonstance, en plus de combattants de la Ligue de Bamako, avec en tête l'homme en forme du moment, Mohamed Keita Souboulé, la Ligue de Sikasso sera tout naturellement à l'honneur avec Nounou Sangaré, médaillé au 2e jeu de la CEDEAO à Accra. C'est dire que le parc des sports de Sikasso, qui va abriter cette soirée de boxe, va connaître des empoignades de choc. Il reste à espérer que le public sikassois réponde massivement à l'appel de la Fédération malienne de boxe pour une relance effective du noble art dans notre pays. La population du Kénédougou, vous êtes invités. Fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Merci surtout à nos téléspectateurs du Maroc. Bonsoir à tous.